Bonjour à tous et bienvenue pour ce débrief. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un Mi-8 qui se fait abattre en Ukraine par un SATCP, un solaire très courte portée, un missile sol-air. L'objectif, c'est quoi? Dans un premier temps, nous allons regarder un petit peu le matériel. Donc le Mi-8, qu'est-ce que c'est comme hélicoptère? Il y en a des dizaines de milliers qui ont été fabriqués. Ensuite, les tactiques utilisées. Nous allons parler notamment de vol tactique, qui est une spécialité de l'aviation légère de l'armée de terre. Et ensuite, je vous donnerai mon analyse sur ces images, ce que l'on peut leur faire dire et ce que l'on peut leur faire pas dire. Allez, tout ça juste après le jingle. Comme vous pouvez le voir, c'est des images qui proviennent probablement de drones. Vous avez une vue d'au-dessus et vous voyez cet hélicoptère, ce Mi-8, qui se déplace à basse altitude. On voit bien son ombre, donc il est quand même assez bas, et qui lance des flares. C'est leurre infrarouge, du leurrage préventif, comme l'on dit, de manière à essayer de retarder ou empêcher l'accrochage de sa silhouette par un système de tir sol-air très courte portée et empêcher l'opérateur d'ouvrir le feu sur lui. Il arrête un petit peu, il manœuvre, il va passer cette ligne d'arbre et là, comme on dit dans l'expression consacrée, c'est il se fait punir, il se fait abattre par ce missile qu'il est quasi impossible de dire ce que c'est. Est-ce que c'est un Stinger? Est-ce que c'est un SA-14? Je ne sais pas. À noter, vous voyez la longue distance parcourue par ce missile, ce qui veut donc dire, pour pouvoir parcourir une distance pareille, que l'opérateur avait visuel de l'hélicoptère. Nous allons en parler, mais c'est ça, je pense, le point le plus important de cette vidéo. Mais nous commençons par le matériel. Le Mi-8, son petit nom, c'est HIP, H-I-P, c'est le remplacement en fait du Mi-4 qui date des années 50, qui était encore avec du moteur à piston. Mais le Mi-8, lui, premier vol en 1961, c'était quand même, accrochez-vous bien, il y a 61 ans, hein. Et il est en service depuis 1967, donc je vous le redis, hein, il a plus de 60 ans cet hélico. 80 pays utilisateurs, plus de 17 000 exemplaires fabriqués, 2 turbines de 1950 chevaux, hein, c'est sympa, une masse à vide de 7 tonnes, une masse maximum au décollage, ce qu'on appelle la maximum take-off weight, la masse maximum au décollage, hein, qui est de l'ordre de 12 tonnes, un peu comme un super étendard, c'était 12 tonnes 4, et vous pouvez embarquer de la 12-7, de la roquette ou de l'armement anti-tank. Il a un cousin, version marine forcément, hein, vous entendez la mer, tout ça, j'aime bien la marine. C'est le Mi-14 qu'on appelle le Haze 230 fabriqué. Là c'est pour la marine et la spécificité c'est qu'il peut se poser sur l'eau. Vous pouvez d'ailleurs voir ces images. Alors des fois il peut y avoir des pannes, hein, mais il a une capacité à se poser sur la mer. Vous avez d'autres versions après, ça a évolué forcément, encore une fois, plus de 60 ans. Le Mi-8M modernisé, le Mi-17, vous avez plus de 12 000 exemplaires construits, et là vous avez beaucoup plus de puissance, hein, un peu plus de masse également, 13 tonnes, 2 fois 2400 chevaux, 2 fois 2700 chevaux en cas d'urgence, donc on est sur des hélicoptères plus puissants. Voilà un petit peu pour le matériel, c'est un hélicoptère qui sert principalement de transport de troupes, même s'il y a cette capacité un petit peu d'appui sol, toujours très appréciable depuis la troisième dimension, hein, le ciel. Alors en face, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un SATCP, un MANPAD, Man Portable, portable par l'homme. Dur de savoir ce que c'est. Nous savons qu'à l'heure actuelle en Ukraine, il y en a de multiples types. Vous avez les systèmes qui fonctionnent grâce à la source infrarouge, la chaleur infrarouge. Il détecte la source de chaleur qui provient principalement des turbines et il va guider le missile dessus. Le missile va être auto-guidé, comme dans l'aviation, les missiles Fox-2. Donc ce sont des missiles tir et oubli, ça part, ça ouvre son œil, voire même ça a l'œil ouvert avant pour savoir où aller, et ça va suivre cette source de chaleur et aller jusqu'à l'impact. Si ça voit des flares, ça voit des leurres infrarouges et leurres thermiques, ça risque d'être attiré par ces leurres et ne plus aller sur la cible. L'autre type de missile solaire très courte portée, comme par exemple le Starstreak, vous avez un guidage qui se fait par rayon, en fait, un faisceau laser, et lui il va suivre ce faisceau laser et aller dessus, un petit peu comme en RR, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, du Fox One, ou encore de l'armement guidé laser comme de la GBU-12 ou de la GBU-24 sur de l'air-sol. Donc vous avez l'opérateur qui guide avec un faisceau
la cible qui désigne la cible et vous avez l'armement qui va dessus. Donc c'est une technologie différente. Là, vous pouvez tirer tous les leurres infrarouges que vous voulez, ça n'y changera rien, le missile viendra vous impacter. Mais pour ça, il faut qu'il y ait line of sight, il faut qu'il y ait portée optique, il faut qu'entre l'opérateur et l'hélicoptère, eh bien, vous puissiez faire un guidage ininterrompu. Et c'est là où nous allons nous intéresser à la tactique. Le vol TAC ou le vol tactique, c'est un petit peu une invention française, ça nous vient de l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre, créée en 1954, qui a fait un petit peu des formations à ce sujet. Par exemple, si vous regardez, en 1963, vous avez une cellule de vol tactique avec le capitaine Lebeau qui a été créée. Vous avez également du PILTAC, du pilotage tactique. Bref, dès on va dire l'utilisation d'Alouette 2 et d'Alouette 3, donc on est sur des hélicoptères assez anciens, les pilotes d'hélico français se sont dit notre survie va passer par deux choses. La protection, notre propre auto-protection et l'effet de surprise. Donc voler entre 5 mètres et 15 mètres de hauteur. La hauteur, c'est par rapport au sol en dessous de vous. L'altitude, c'est par rapport au niveau moyen des mers. Donc là, si vous voyez, je suis à 2 mètres au-dessus du niveau moyen des mers. Et encore, c'est un peu triché parce que ça dépend de la marée. La hauteur, eh bien là, par rapport, là, je lève les jambes, je suis à 70 cm par rapport au plancher. Par contre, par rapport au niveau moyen des mers, je suis à 2,70 m. Donc je pense que vous avez compris l'idée. Hauteur différente d'altitude. Donc vous allez voler à 5 à 15 mètres de hauteur, à peu près 250 km/h, ce qui va rendre plus difficile votre détection grâce à l'effet de surprise. Et l'engagement de votre hélicoptère par les adversaires parce que ça passe au-dessus de la tête, j'ai pas le temps d'ajuster, j'ai pas le temps de tirer, ça va vite, c'est rapide, c'est nerveux. Si avec un hélicoptère vous baladez à 1000 pieds sol, à 300 mètres de hauteur, si vous vous baladez même à 100 mètres de hauteur, beaucoup plus facile à voir, beaucoup plus facile à ajuster, plus de surprise et votre protection va en pâtir. Donc le vol tactique, c'est ça. Le vol tactique, c'est voler très bas, très vite, quelle que soit, j'ai envie de dire, la météo, de jour comme de nuit, seul ou en patrouille. Utiliser les masques du relief, les arbres, le relief, les bâtiments, de manière à vous cacher, à empêcher un opérateur de SATCP de vous ajuster, de vous désigner, de vous traquer et de vous abattre. Et là, clairement, ce qu'on voit au niveau du Mi-8, alors le pauvre, il n'est pas aidé parce qu'il est un peu au milieu des champs, mais il se fait abattre au moment où il passe le point haut, au moment où il passe en fait cette limite au niveau du champ, c'est cette haie d'arbres, il monte au point haut et il se fait donc abattre depuis très loin. Donc le vol tactique, c'est censé vous prémunir de ça. Et s'il y a bien une chose que je n'ai pas vraiment vue depuis le début de ces opérations dans les vidéos qui sont partagées sur Internet, ce sont des hélicoptères russes qui font du vol tactique efficace. Vous les voyez à 50 mètres sol, vous les voyez à 30 mètres sol. Là, dans ce cas-là, il est un peu plus bas, mais voilà, il repasse au niveau du point haut et il se fait abattre. Donc on voit qu'il n'y a pas cette culture. Et encore une fois, je vous dis que le vol tactique, voilà, c'est quand même assez français, mais il n'y a pas cette grosse culture d'utiliser au maximum le relief pour se cacher, et malheureusement, ça paye. Alors, une des raisons pour laquelle j'ai voulu commenter cette vidéo, c'est parce que j'ai vu beaucoup de critiques sur l'équipage. Comme vous le savez, j'ai un format apolitique et purement technique. On n'oublie pas que c'est des êtres humains. Alors, il y en a qui agressent, il y en a qui se défendent. On n'est pas là pour prendre parti, mais ça reste des êtres humains. Alors, est-ce qu'ils ont été mauvais? Oui ou non? Alors, plutôt que vous donner une réponse, je vais vous donner des éléments de contexte pour vous permettre de mieux comprendre la situation et la complexité du combat, tout simplement, dans la troisième dimension. On voit clairement, dans cette vidéo, que l'équipage de l'hélicoptère, du Mi-8, a détecté une menace. Ils ont détecté une menace puisqu'ils sont en permanence en train de leurrer en infrarouge. Ils font ce qu'on appelle du leurrage préventif. Il n'y a pas de missile qui arrive dessus quand on les voit leurrer pendant toute cette partie, donc c'est du leurrage préventif. Donc ils ont la SA, ils ont la Situation Awareness, ils ont la conscience situationnelle qu'il y a une menace. Leurrer, et vous l'avez bien vu sur les images, vous rend plus détectable. Là, tout le monde va vous voir, surtout si vous êtes un peu en hauteur, tout le monde va vous voir passer, ça fait du bruit, ça se voit, bref, donc c'est pas très discret, on est d'accord, c'est Christmas tree comme on dit, c'est feu d'artifice. Donc vous le faites vraiment que s'il y a besoin. Donc il a conscience qu'il y a une menace. Face à cette menace, qu'est-ce que vous pouvez faire? De manière générale, vous avez du renseignement en amont, et c'est très dur face à du SATCP, on va vous dire il y en a dans la zone, super, ça vaut rien, et vous l'évitez. Vous savez que dans tel village, il y a plein de SATCP, vous évitez le village. Donc par la préparation, 90% du succès de la mission c'est la préparation, vous évitez, vous contournez. Donc en un, voilà, j'ai du renseignement, j'ai de l'intel, j'évite. En deux,
je suis en vol, il voit du SATCP ou il en voit partir. On étudiera d'autres vidéos comme par exemple l'assaut, on voit au début que ça attaque, il y a tout un régiment d'hélicos qui se fait tirer dessus. On en voit d'autres. Là, qu'est-ce que l'on fait? J'ai envie de dire, c'est un peu comme dans les régiments d'infanterie où on a vu des chars se faire attaquer, on fuit. Alors, c'est pas vraiment le terme qu'on utilise, j'utilise un peu de manière volontaire, mais on va vers ce qui s'appelle un green sector. Vous tombez dans une embuscade, vous vous faites prendre un parti, vous avez votre équipier qui explose, vous ne l'avez pas vu venir, vous êtes surpris, vous n'avez pas forcément la bonne compréhension de ce qui se passe et tout, il faut que vous partiez dans une direction qui va vous permettre de sauver votre vie et votre matériel pour les prochaines secondes et après de revenir, de comprendre ce qui se passe et d'avoir un impact positif sur le champ de bataille. Donc oui, des fois il faut savoir fuir. Alors on appelle ça bimer, aborter dans l'aviation de chasse. Un abort en français, on dit on annule, on va faire demi-tour. C'est un beau terme pour dire on s'enfuit. Il n'y a rien de mal, c'est normal. On n'est pas là pour mourir, on n'est pas des kamikazes. Donc il faut savoir, ah là c'est pas bon pour moi tactiquement. Je m'en vais. Oui, en tant que militaire, nous sommes entraînés à nous fuir. On a juste intellectualisé de manière différente. C'est un mouvement tactique de repli tactique. En français en texte, faut appeler un chat, c'est on fuit face à la menace parce que là, c'est pas le bon moment. Sun Tzu, il dit il faut choisir ses batailles, il faut choisir son engagement. Et là, il faut avoir conscience de quelque chose qu'on appelle le green sector. Le green sector, c'est un secteur vert. En gros, vous avez un parti où il y a plein de menaces, il ne faut pas y aller, c'est raide. Et là, peut-être sur la gauche, vous avez un green sector, on peut y aller. Et donc, en permanence, savoir si là je me fais surprendre, vers où est-ce que je vais. Est-ce qu'il y a peut-être un coin, il y a un bateau qui m'aide, il y a des troupes à moi, green sector, alors troupes à moi, il faut faire attention avec du Mi-8, s'il y en a des deux côtés, qu'on ne se fasse pas tirer dessus. Donc voilà, c'est assez complexe. Mais cette notion de fuite, fuir c'est bien, mais dans quelle direction? Donc en permanence, comme un pilote d'avion léger, il doit en permanence savoir où il irait si son moteur tombe en panne, toujours chercher un champ. Un pilote de combat doit en permanence chercher son green sector. Si là je me fais, alors déjà il cherche l'ennemi, mais en plus si là je me fais surprendre, qu'est-ce que je fais? Je me fais surprendre. J'ai peut-être repéré, là il y a une haie, là il y a une vallée, où est-ce que j'irai, tout ça. Ensuite il y a l'utilisation des flares, donc on a parlé de cette notion de flare en préventif. Si vous voyez tirer dessus, flare en réactif, donc là on voit qu'il ne tire pas de flare au moment où le missile arrive. A-t-il vu le missile? Oui, non. A-t-il plus de flare? Vous voyez les systèmes de flares sur un Mi-8, c'est des choses un peu en hauteur. Est-ce qu'il a un décompte en temps réel du nombre de flares qui lui reste? Peu probable. Également, quand on lance des séquences de flares, vous avez des séquences automatiques ou des séquences manuelles. C'est pas forcément évident de savoir combien il vous reste de flares en permanence. Surtout avec des avions, voilà, des aéronefs qui ont 60 ans. Et derrière le Voltac, utilisation du Voltac, on en a parlé. Là, vous voyez bien qu'il a l'air de partir, loin de la menace. Certes, se passait bien, il revient vers la menace pour une raison que je ne m'explique pas, mais opérationnelle. Il veut peut-être déposer des hommes ou récupérer des hommes blessés, c'est possible, on a vu des évacuations d'hommes blessés et tout. Donc de manière générale, ce qu'on peut tirer de cette vidéo, c'est que nous ne connaissons pas l'objectif de la mission, forcément, donc c'est dur de juger, et nous ne connaissons pas le risk level donné à cette mission. Le risk level, qu'est-ce que c'est? Quand vous partez faire une mission, l'état-major, votre chaîne de commandement va vous dire aujourd'hui, aujourd'hui, je ne sais pas comment s'appelle le chef de bord, tu vas faire une mission, par exemple, d'aller récupérer des forces spéciales qui sont des Spetsnaz ou autres, qui sont posés, qui ont été pris à partie, il y a des blessés, va les récupérer. Le risk level, c'est le risque que mon équipage, que mon aéronef peut prendre pour l'accomplissement de la mission. Il peut être en gros low. Low, c'est même perte qu'en temps d'entraînement. Il peut être médium. On va multiplier nos pertes par rapport au temps d'entraînement un petit peu, mais voilà, donc on va quand même pas trop prendre de risques. Il peut être high. Je sais pas, pour part à 3 hélicos, peut-être que s'il y en a un qui revient pas mais que la mission est faite, ça va à l'état-major. Il peut être extrême, et là s'il est extrême, ça veut dire que la mission est plus importante que notre propre survie. Ça peut être par exemple du tir d'armes nucléaires, ça peut être voilà, des choses très graves, où il faut vraiment arrêter à tout prix un adversaire. Donc fonction de ce risque level également, vous allez avoir des tactiques qui vont être utilisées, et on va dire un engagement qui sera différent de la part de l'équipage. Donc ça, ce sont des informations qu'on n'a pas. Et forcément, eh bien peut-être que l'équipage de lui-même s'était dit on connaît les gars, ces Spetsnaz sont blessés, il faut qu'on aille les récupérer. Ils se sont mis en risk level high ou risk level extrême. Ils ont joué, peut-être que pas du tout. Mais ce genre de vidéo ne nous permet pas d'y répondre. Ce que ce genre de vidéo nous permet de faire, néanmoins, c'est de comprendre la vulnérabilité de la 3e dimension à basse altitude. Si vous êtes bas, si vous êtes lent, si vous êtes visible dans un environnement de combat où il y a des systèmes solaires qui soient un guidage infrarouge ou un guidage laser, vous êtes très très mal.
vous pouvez avoir un Mi-8, vous pouvez avoir un Ka-52, vous pouvez avoir un hélicoptère Tigre, un Cougar, un Puma, un Apache, ça ne changera rien. Si vous ne vous cachez pas dans le relief, si vous ne faites pas du vol tactique, vous allez à un moment perdre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais assez de leurre, et parce que de toute façon, c'est pas du leurre, on peut vous tirer dessus au sniper, on peut vous tirer dessus à plein de choses différentes. Donc, retenez ça, protection, autoprotection, ça passe par se cacher partout, et l'élément de surprise, indispensable. À partir du moment où vous avez fait le feu d'artifice, vous avez tiré des leurres partout, la surprise, je pense que voilà, elle est mal. Et ensuite, eh bien, l'autoprotection, ça va avoir une incidence directe. Donc, ce que l'on peut dire sur cette vidéo, qui serait datée du 21 mai 2022, c'est que ça nous montre bien qu'il n'y a jamais assez de leurres dans un hélicoptère, que ce c'est vraiment utilisé les leurres, non pas pour pénétrer en territoire adverse comme de la guerre électronique en empêchant de se faire battre, mais vraiment à des fins défensives en dernier moment, et qu'au moment où voilà, vous êtes dans un environnement où il y a trop de solaire très courte portée, eh bien votre risk level il risque de se retrouver du côté extrême de la force, et votre survie, vous allez avoir du mal à la faire. Donc le green sector, ça sert à ça. La fuite, partir pour se battre un autre jour, sont des choses à prendre en compte. Voilà, on n'est pas des armées de kamikazes, il y a des choses à faire, il faut réfléchir, mais encore une fois, quelle est la mission, quel est l'état final recherché, et peut-être qu'après la guerre, on aura plus d'informations sur toutes ces vidéos, mais à l'heure actuelle, j'espère que ça vous a apporté un éclairage un petit peu différent. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, fly safe.